africaine. J'ai avec moi aussi Placide. Placide, bonjour. Bonjour Mignon. Placide est il est consultant en RSE, risque ESG. Il est dirigeant fondateur du cabinet Valora au Togo et représentant de l'association RSE PED au Togo. Placide capitalise 12 ans d'expérience dans la conduite des projets et environnement et du développement durable. Il s'est spécialisé dans le développement et la conception d'outils d'analyse, d'aide à la décision et d'identification des parties prenantes et dans les méthodes de diagnostic participatif et de co-construction. Il accompagne les entreprises dans la mise en place de démarches RSE, mais également dans les certifications ISO 45001 et 14001, et sans oublier les systèmes de management intégrés. Voilà un tout petit peu résumé les CV des uns et des autres. Si j'en ai oublié, vous pouvez, quand vous allez prendre la parole, vous pouvez compléter votre parcours. Les deux sont spécialisés dans l'accompagnement, comme je l'ai dit tantôt, le suivi et la formation au niveau des entreprises, surtout africaines, dont on va parler tout à l'heure. Je ne vais pas monopoliser la parole, on est déjà en retard. Je vais demander à Michel de présenter son expérience et son expertise sur la question du jour. Michel, tu as la main. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Berthier. Merci à RSE PED qui me donne encore cette occasion de pouvoir partager avec l'ensemble des participants les différentes contraintes ou problèmes que peuvent rencontrer les entreprises africaines en matière de mise en œuvre de la RSE. J'espère qu'on m'entend bien. Bien. D'accord. Super. Alors, j'ai 4 points d'échange. Ça ne sera pas vraiment une présentation en tant que telle. Ça sera des points d'échange pour qu'on puisse vraiment comprendre l'évolution en fait de la RSE et quelles sont les contraintes, les difficultés aujourd'hui qui s'imposent aux entreprises africaines et comment y remédier. Alors, j'ai souligné la réglementation. Bon, ça, c'est un cadre un peu plus général. On sait qu'aujourd'hui, le caractère réglementaire est spécifique à chaque pays qui essaie donc de pouvoir mettre en œuvre des contraintes pour sensibiliser chaque entreprise ou bien son acteur dans le cadre de la mise en œuvre de la RSE. Et donc, il y a des pays tels que le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, même la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est en train d'aller vers une légifération de tout ce qui est approche RSE. On a une loi d'orientation sur le développement durable, mais en même temps, il y a le caractère contraignant qui s'impose, qui est en train de naître. Et donc, le caractère réglementaire, c'est un fait en fait générique que je me dis que tout le monde sait. Je vais m'attarder en fait sur 2 axes. L'approche compétence et mise en œuvre, et puis le caractère coût. Alors, quand je veux parler d'approche compétence, je vais indexer les acteurs principaux de la RSE, les consultants, les personnes qui sont chargées d'accompagner les structures, de véhiculer l'information. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, de manière un peu plus généraliste, le caractère primordial ou l'élément principal qui doit être l'origine de la mise en œuvre ou de la sensibilisation de la RSE, moi j'aime bien le dire, c'est le volet culturel. Parce que pour avoir accès à certains environnements, pour parler même de tout ce qui est responsabilité RSE, il faut comprendre la culture, il faut comprendre le contexte d'évolution des entreprises locales basées dans ces localités africaines. Alors, il y a un problème qui se pose sur le niveau de performance et de maturité des entreprises. Les leaders, les managers en général en Afrique ont tendance à voir la RSE comme étant un outil curatif. Autrement dit, comment est-ce que la RSE va permettre de résoudre ces problèmes ci-dessus? Les problèmes liés à la rentabilité économique, je spécifie mes mots, à court et moyen terme. Le long terme, c'est pour ceux qui ont compris un peu le caractère durable. Mais généralement, c'est à court et moyen terme, c'est-à-dire dans l'immédiat. Comment est-ce que la RSE va permettre de résoudre le problème ou tous les problèmes qu'ils ont dans les structures? Les cas de figure que j'ai eu à rencontrer, je prends toujours cet exemple-là, on se retrouve dans une entreprise qui est spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information.
qui a un effectif de 10 employés et qui te dit, je veux faire la RSE de manière pratique, est-ce que tu viendras dire volet environnemental, volet social, volet économique? Quel sera l'intérêt pour cette structure-là de pouvoir faire la RSE? Voilà, en fait, l'un des points qui doit interpeller les personnes chargées de véhiculer les messages au niveau des structures africaines pour qu'elles puissent s'engager. C'est ce qu'on appelle les business models. Les business models RSE sont des approches circonscrites qui permettent à chaque structure d'y voir son intérêt d'adhérer à une démarche RSE. Elle peut être une structure basée sur la performance sociale, elle peut être une approche basée sur la performance économique et même sur la performance environnementale. Si l'ensemble des consultants arrivent à changer le lexique et trouver une approche un peu plus pratique qui reflète la réalité des structures africaines et qui sort carrément du langage général, vous dites ben, la RSE, c'est le volet environnemental, c'est le volet social. Si on rentre dans un cadre un peu plus spécifique, pour comprendre le problème des structures, pour créer une RSE qui est à la fois préventive et curative et qui garde son sens étymologique, alors on pourra inciter les structures à aller vers la RSE. Un responsable me disait une fois, bon, Michel, écoute, je suis une entreprise, j'ai été créé, je respecte la réglementation, je paye mes impôts, j'ai mes salariés, je suis déclaré. Alors tu me demandes de faire la RSE, j'y gagne quoi? Quand on prend la définition de la RSE, selon la norme ISO 26000, le respect de la réglementation locale est mentionné. Du coup, le monsieur s'est dit qu'il fait la RSE. Donc, quels sont les critères que nous allons prendre, véhiculer à ces personnes-là qui doivent vraiment s'engager? C'est ce que j'ai dit. Quand on présente le business model, le cas de certaines structures qui publient des rapports qu'on appelle des rapports sociaux et qu'on ne qualifie pas ça de rapport RSE, moi, je pense que c'est une grave erreur qu'on fait. Au début, on avait une perception un peu plus généraliste. Mais quand je rentre dans le fond, je comprends en fait que la structure essaie de mettre en évidence les aspects qui démontrent son engagement et son intérêt à pouvoir avoir un impact sur sa rentabilité économique. Parce que quand on met en place la RSE, la matrice de matérialité qu'on effectue présente les enjeux les plus pertinents pour la structure en termes d'impact et à côté une matérialité des parties prenantes qui présente le niveau d'impact des parties prenantes sur la performance globale de la structure. Du coup, si lors de la mise en œuvre, la structure constate que les parties prenantes manifestent un intérêt social par rapport à sa structure et par rapport à son contexte d'évolution, il est bien évident que les aspects environnementaux ne seront pas vraiment significatifs pour cette société-là. Et du coup, elle va focaliser son attention sur l'approche sociale. Et elle fera donc un rapport RSE à caractère social pour dire que moi, je fais la RSE. Et c'est le cas, par exemple, des compagnies de téléphonie. Mais ce que ces compagnies font, ce sont des approches un peu plus logiques. Donc, nous devons changer notre approche en matière de messages à véhiculer, revoir le contexte et les lexiques que nous utilisons pour solliciter les intérêts de la part des structures au-delà de la réglementation. Deuxième point, c'est l'approche investissement et l'approche financement. Aujourd'hui, les gens sont plus attractifs à tout ce qui est l'argent parce que c'est un fait réel. On doit réussir à intégrer la RSE dans une approche capitaliste en gardant l'étymologie et le sens réel du mot. Et donc, cette approche-là va permettre de pouvoir susciter ces personnes en leur disant que, tiens, si on utilise tel business model RSE, parce que le mot business même, c'est un mot attractif, si on utilise tel business model RSE dans ton contexte, voici les résultats qui vont en découler et voici les enjeux et la rentabilité économique qui sera dégagée avec des résultats frappants, justes et réels. Dans ce cadre-là, on va répondre à un besoin des entreprises africaines qui n'ont pas encore le niveau de maturité des structures occidentales et donc qui ont une autre perception de la vie, c'est-à-dire ces structures qui ont une approche un peu plus durable, mise en place, certaines choses qui ne sont pas évaluées. Mais chez nous en Afrique, c'est tout autre chose. J'avais parlé de la culture comme étant un élément capital important parce que je me souviens lors d'une mission que j'ai réalisée, c'était un consultant extérieur qui était venu, qui a fait la mission, et le DG me disait que
la mission qui avait été réalisée, vraiment, son équipe n'a pas compris. Et quand j'ai pris les différents rapports et autres, bon, généralement, pour quelqu'un qui est spécialiste du domaine, il peut lire, tout est écrit dans le rapport. Mais après entretien avec l'équipe, ils ont dit, ben, écoutez, monsieur, si c'est ça votre RSE, on ne voit pas ce que ça nous apporte. Parce que chez nous, et voici les thèmes qu'ils ont écrits, chez nous, dans notre pays, quand on veut faire quelque chose, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'ai compris aussi que le côté culturel doit être associé à une redéfinition de la RSE et adapté aux réalités de chaque structure africaine pour pouvoir réussir à les intégrer. Si on ne fait pas ça, et si la réglementation ne s'impose pas, c'est-à-dire les réglementations ne sont pas encore effectives, on aura cette réticence des structures. Et aujourd'hui, le langage général ne passe plus avec les sociétés. Généralement, les structures qui s'engagent sont des structures qui sont contraintes par les bailleurs. Ou à défaut des bailleurs, ont envie de s'engager auprès d'une banque pour pouvoir avoir quelque chose. À défaut de ça, elles ne trouvent pas l'intérêt. Elles se disent qu'elles font les chiffres d'affaires, elles respectent la réglementation. En quoi est-ce que ta RSE là va venir les apporter de l'argent ou bien les apporter? Elles trouvent ça comme étant des pertes en fait en termes d'investissement. Le côté coût, généralement on le dit, la RSE coûte cher. Moi je vois plus le contraire. Et je dis que si on veut réussir à engager les structures en Afrique, au-delà de tout ce qui est règlement, au-delà de ce qu'on a eu à dire, c'est de revoir l'approche coût et de procéder comme Wave. Je pouvais le dire ici, pas pour faire la publicité, mais comme Wave. C'est-à-dire miser sur l'approche sociale en étant raisonnable dans les coûts. Une structure te contacte pour faire une mission RSE et tu dis que ça fait 50 millions ou 60 millions. Bon, à vrai dire, la personne va se dire, tiens, les 60 millions, mais les 50 millions que j'investis aujourd'hui par rapport à mon activité, je recouvre ça quand? Et ça fait que les gens sont réticents parce que généralement, dans les discours, c'est votre RSE là, ça coûte cher, on n'arrive pas à comprendre, c'est des actions. Et donc, il revient aussi aux consultants, aux personnes chargées de sensibiliser, de revoir et d'être raisonnables en ce qui concerne les coûts de réalisation des missions auprès des structures. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Il faut tenir compte de la zone d'implémentation des structures. Il faut tenir compte des différents chiffres d'affaires que les structures gagnent. Il y a tout un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir facturer une structure en matière de RSE. Et puis, l'idée derrière, ce n'est pas de pouvoir soutirer de l'argent à la structure. C'est pour que la structure, à travers sa mise en œuvre et son impact, puisse emmener les autres structures concurrentielles à pouvoir adhérer, mais à un coût favorable. Donc, il y a une relativité entre la mise en œuvre et l'approche coût qu'il faut ajouter à la sensibilisation. Donc, pour résumer, en fait, pour résumer mes points, il faut revoir l'approche de mise en œuvre auprès des structures. Donc, les consultants, les spécialistes, les experts, les ONG que nous avons et autres, il faut adapter le contexte, arrêter de rentrer dans la généralité. C'est bon, c'est intéressant, c'est bien beau, mais chez nous en Afrique, on aime ce qui est spécifique, on aime ce qui est clair, juste et qui permet de résoudre nos problèmes. Donc, changer le lexique, adapter les lexiques avec des thèmes business, modèles, business, pour que les gens puissent être attractifs. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les différentes dynamiques, tendances de la RSE. On parle d'investissement d'impact, on parle de finances durables, on parle de finances climatiques, mais ce sont des approches évoluées des branches de la RSE aujourd'hui qui suscitent les intérêts auprès des bailleurs. Il faut ensuite revoir les coûts et facturer à des prix raisonnables. Et après, il faut que toutes ces approches-là soient mises dans une approche de sensibilisation quotidienne. Voilà ce que j'avais à dire pour tout ça. Je pense que lors des questions et autres, on pourra développer, on pourra échanger. Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci beaucoup. Nous retenons que tu as bien voulu développer l'aspect réglementaire et en fonction des zones géographiques. Tout ça, c'est bien noté. Tu as aussi relevé le point sur les rapports ESG, mais je voudrais revenir sur ce point. Faudrait-il comprendre que quand on doit élaborer les rapports, comme on le sait, en fonction des normes, par exemple GRI, il faudrait déséquilibrer le rapport et se focaliser, si je te suis bien, se focaliser sur l'impact social plutôt que l'impact environnemental, où il faudrait équilibrer et se mettre en conformité avec les canevas.
Ça, c'est une question que je voudrais te poser pour que les participants puissent être vraiment éclairés sur ce point. Tu as parlé aussi de la vision de l'entreprise, je suis d'accord, mais il faudrait peut-être dans la sensibilisation, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'amener les managers à avoir une vision à moyen long termiste qu'une vision à court terme? On sait que les entreprises africaines ne sont pratiquement pas centenaires. Pourquoi? Il faudrait qu'on pose la question et D'accord, qu'on le essaie réseau, je ne de, sais pas comme si tu vous l'as m'entendez. dit, de changer le business model. Tu as encore 5 minutes pour compléter tes propos. D'accord. Alors, c'est vrai que sur l'approche, je vais répondre déjà à la deuxième question. Pour ce qui est des managers, en ce qui concerne la vision à long terme et autres, ce que je voulais peut-être soulever aussi, c'est qu'on est dans une approche de théorie du changement. Et il faudrait que l'approche soit progressive. L'idée derrière, c'est que le manager puisse déjà voir son intérêt. Parce que si on veut réussir, le contexte est, si on veut réussir, on est dans une approche de changement progressif. Il faut qu'il y voit son intérêt, il y adhère. Maintenant, nous, en tant que membres actifs qui étant chargés de pouvoir mettre en œuvre tout ce qui est RSE, on puisse l'intégrer progressivement dans tout ce qui est vision, perspective, gouvernance, la direction, à travers les formations et autres. Mais si on ne procède pas comme ça, je me dis que venir présenter quelque chose dans ce sens-là de manière brusque, sans toutefois présenter l'intérêt de la personne, généralement, des personnes n'adhèrent pas trop. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on a le temps de sensibilisation et qu'on parle de manière généraliste, le manager, il est manager. Il sait qu'il a une vision à long terme, il sait qu'il doit se faire des chiffres, il sait que son entreprise doit vivre. Et même quand on crée les entreprises, on met la durée de vie 99 ans et plus. Donc, il est conscient de tous ces axes-là. Nous, on est dans une approche stratégique où on veut intégrer de manière progressive la RSE en tenant compte des intérêts actuels, présents et futurs. Maintenant, pour ce qui est du reporting Jerry, alors quand on prend la loi des Grenelle 2 en France, elle nous donne un ensemble, la loi nous donne un ensemble d'informations non financières à publier. Pour une structure en Côte d'Ivoire, ou même pour une structure africaine, je dis bien, je pèse le mot africaine, qui veut s'approprier le GRI, tout va découler de sa stratégie. Et donc, les informations du GRI peuvent être publiées, comme on le dit, dans le différents rapports, mais en termes d'impact significatif. Comme je l'ai dit, prenons une entreprise qui évolue dans la sécurité des systèmes d'information, qui a 10 employés, qui travaillent en ligne, qui font le télétravail et qui décident de le faire la RSE. L'impact social sera quoi en termes de pertinence? L'impact environnemental sera quoi? Et comment est-ce que ces données seront mesurées dans le GRI? Ça va ressortir comme étant des indicateurs, sûrement, mais la pertinence de cet indicateur-là ne sera pas plus élevée par rapport à la pertinence de l'impact économique parce que sa structure n'a pas vraiment d'impact environnemental élevé et d'impact social élevé. Du coup, si les structures aujourd'hui en Afrique commencent à adapter les différents business models à travers les différents rapports qu'ils produisent, vous allez voir généralement qu'ils intègrent ça dans les rapports d'activité annuels. Parce que je prends le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi qui oblige les structures à publier sur la base du GRI. Chacun s'imprègne de son approche de mise en œuvre et publie ses rapports. Du coup, ils peuvent intégrer ça dans leur rapport d'activité où il y a toutes les informations économiques, donc les états financiers, ils sont là. Il y a un listing selon, je crois, la note 35 du soir, il disait, il y a un listing où dit on a tel nombre d'effectifs, on a tel nombre d'employés, on a tel nombre de ceci. Et puis au niveau environnemental, il peut mettre néant parce qu'il ne pollue pas. Ou bien il peut mettre, je ne sais pas, faible parce qu'ils ont des ordinateurs qui sont vraiment recyclés. Il y a des partenaires qui viennent les prendre. Vous voyez, en fait. Donc, quand on pèse le pour et le contre, chacun essaie d'être flexible par rapport à son intérêt et par rapport à la matrice de matérialité qui avait été élaborée, qui présente les enjeux pertinents par rapport aussi aux intérêts des parties prenantes. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Merci, Michel. Les participants peuvent poser des questions, mais en attendant, on va donner la main à Placide. Placide, tu as la parole.
Parfait. Donc, merci beaucoup, Michel, pour cette introduction et surtout le fait d'avoir souligné au niveau des approches la nécessité de contextualiser les RSE dans le contexte africain et aussi surtout d'avoir et de disposer d'un discours qui incite le chef d'entreprise à s'engager, peu importe le contexte et peu importe son secteur d'activité. Alors, moi, ma présentation, elle va toujours aller dans le même sens de ce que Michel a présenté tout à l'heure, peut-être de manière un peu plus approfondie. Et puis, vous verrez voilà, vers la fin ou à la fin de ma présentation qu'on est sûr de la complémentarité et peut-être que moi, je le dirai d'une autre manière et aussi que voilà, je vais utiliser des PowerPoint pour vous amener à mieux comprendre un peu. Donc, mon intervention va se focaliser sur 4 points en particulier. Donc, faire un rappel sur ce que c'est que l'entreprise, la notion d'impact des activités d'une entreprise, la cartographie de la chaîne de valeur. Je vais parler aussi des raisons qui poussent à agir parce que, bien évidemment, quand on parle de difficultés au niveau des entreprises et qu'on parle d'approche de solutions en matière de RSE, il est important de rappeler les raisons pour lesquelles on demande aux entreprises de s'engager dans des démarches de RSE. Et puis, je ferai un petit détour sur les besoins et prérequis pour agir et réussir. Et puis, de manière globale, une dernière partie sur les approches de solutions. Donc, on ira et au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la chat box et puis Mina nous les posera ou nous-mêmes on les relèvera et on essaiera d'avancer dans ce sens. Alors, sur ce que c'est que l'entreprise, donc vous m'excuserez, j'ai dû prendre l'exemple d'une grande entreprise, mais que ce soit une grande entreprise, filiale de multinationale ou une multinationale, en elle-même, de toutes les manières, que vous soyez TPE ou PME, vous vous retrouvez toujours dans cette chaîne de valeur et vous êtes un acteur voilà, qui fait partie de cet environnement. Donc, dans un premier temps, on a les instances décisionnelles, comme vous pouvez le voir. Premier rappel, Michel en a parlé tout à l'heure, une entreprise, elle est créée pour faire de la richesse. Elle est créée pour 99 ans. Le chef d'entreprise, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Donc, peu importe votre taille d'entreprise, aujourd'hui, lorsque vous la créez, vous la mettez en place, c'est pour faire du business, c'est pour gagner de l'argent. Et donc, pour les entreprises à grande taille, donc on a généralement les actionnaires ou les conseils d'administration ou équivalents, donc qui confient les rênes de l'entreprise à un dirigeant et le dirigeant qui, lui, s'appuie sur un comité directeur. Donc, nous allons appeler tout ça le management. Et donc, le management, lui, il va s'appuyer sur des fonctions de support et des fonctions de réalisation. Donc, dans ces différentes fonctions de support et de réalisation, vous trouverez des prestataires, des fournisseurs qui sont des TPE, PME, comme j'en parlais tout à l'heure, et elles aussi qui ont d'autres personnes dans leur chaîne de valeur qui peuvent être des co-traitants, des sous-traitants à nouveau, et des fois des acteurs qui sont dans l'informel. Alors, pour produire de la richesse, l'entreprise produit et vend. D'accord? Donc, à ce titre, elle va utiliser des matières premières. Donc, celles-ci peuvent être prélevées dans la nature ou importées d'autres continents. Donc, là, on va parler d'entrée. Ensuite, une fois que ces produits sont prélevés et achetés, ils sont transportés sur d'autres sites pour être transformés en faisant appel à une chaîne de logistique. Une fois les produits transformés, donc, ils sont stockés localement, donc sur le territoire. Ils sont distribués ailleurs, à nouveau, donc exportation. Et après, ils sont dispatchés dans des dépôts de vente ou dans des magasins pour finalement être consommés par nous, les clients ou les consommateurs. Donc, on va appeler cela élément de sortie. Alors, une entreprise ou votre entreprise
C'est également des relations avec différentes parties prenantes. Donc, il y a dans un premier temps les parties prenantes internes, comme vous pouvez le remarquer, donc les actionnaires, le comité directeur, les fonctions support, les fonctions de réalisation, etc. Et en interne, vous avez tout ce qui est salariés, collaborateurs, délégués syndicaux, etc., à qui l'entreprise doit rendre compte. Ensuite, on a les acteurs publics, toujours en termes de relationnel, où on a les communautés, enfin déjà l'État dans un premier temps, ensuite on a les communautés, après on a les fournisseurs, les prestataires, les sous-traitants, etc. Et on a même voilà, les ONG, les OSC qui qui réclament aussi aux entreprises d'être beaucoup plus exemplaires, etc., etc. D'accord? Donc, voici de manière non exhaustive et caricaturée l'environnement d'une entreprise. Et donc, bien évidemment, et encore une fois, je précise que voilà, dans certaines entreprises, on n'a pas de comité directeur, de chiffre d'affaires, mais quoi qu'il en soit, voilà, à peu près, vous faites, si vous êtes dans une PME ou une TPE, vous faites partie de cet environnement. Alors, une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des impacts sur la société. Donc, les impacts, on peut les caractériser à plusieurs niveaux. Donc, on a les impacts sociaux, les impacts sociétaux. Donc, dans un premier temps, on a l'impact des services sur le comportement des collaborateurs et des clients. Donc, on a des services qui peuvent générer une attitude, qui peuvent avoir un impact négatif sur le milieu naturel, des services qui peuvent générer plus ou moins des impacts positifs sur l'environnement, et on a des impacts des activités sur l'hygiène, la sécurité et la santé, non seulement des salariés, mais également des riverains. On a également les impacts dus à la présence de l'activité, donc les bruits, les pollutions, etc. Et enfin, on a, excusez-moi, ça ne bouge pas, voilà. Et on a également des impacts sur l'environnement à chaque niveau. Donc, au niveau environnemental, j'en cite que quelques-uns. Donc, on a tout ce qui est produits et emballage. Donc, on consomme, on rejette. Et donc, on a également tout ce qui est fin de vie des déchets, donc collecte, recyclage. Et puis, on a également des impacts liés au stockage. Donc, on stocke des fois certains produits chimiques sur certains sites pour des durées indéterminées, etc. Il y a également les questions liées à la concertation avec les populations locales et les associations, donc les questions liées à la réhabilitation des sites, et puis donc le stockage de tous ces éléments. Donc, aujourd'hui, quand on parle de RSE, qu'est-ce qui est globalement attendu des entreprises? C'est qu'elles aient une maîtrise des impacts de leur chaîne d'approvisionnement et de leur chaîne de valeur à travers le maintien de liens avec la sphère publique et le respect des cadres réglementaires. Donc, les cadres réglementaires, Michel en a parlé tout à l'heure. Donc, bien évidemment, je ne passe pas sous silence tout ce qui est aspect ou impact positif que peuvent avoir l'activité d'une entreprise en termes de biens et services. Donc, il y a la formation, la création d'emplois, le développement des collectivités, des territoires, le paiement des impôts, donc avec une contribution aux caisses de l'État. Donc, quand on parle d'impact, on ne va pas se limiter au négatif, mais voilà, il faut quand même garder et mettre en lumière les impacts positifs qu'une entreprise a sur la société. Alors, pourquoi aujourd'hui et tout le temps on parle de RSE comme nous le faisons aujourd'hui et comme nous l'avons toujours fait, etc. C'est parce qu'il y a une forme d'évolution au niveau mondial, et ça a bien démarré avant tout ça avec le rapport Brundtland, et même avant ce rapport Brundtland, on avait le Club de Rome, donc le Club de Rome, le rapport Brundtland, la conférence de Rio, et puis après on est passé par voilà, l'Union européenne avec les directives, l'ISO 26000, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution des modes de consommation, l'action libre à l'information, les actions des OSC, on assiste à une forme de pression sur les entreprises afin qu'elles revoient leur modèle de fonctionnement et aller vers plus de durabilité.
Donc, au-delà de cela, il y a également tout ce qui est relatif aux enjeux mondiaux en matière de réduction de gaz à effet de serre, en matière d'ODD et également en matière de, si on prend au niveau du contexte africain, donc on a l'agenda 2030 pour l'Afrique, le respect des conventions internationales, etc., auxquelles nos États africains ont adhéré. Et donc, la pression aujourd'hui pour les entreprises, c'est au-delà de gérer tout ce qui est interne, lié à l'environnement, lié au social, lié au sociétal, de prendre en compte un certain nombre d'enjeux. Et donc, vous le verrez en premier, comme je l'ai marqué. Donc, il y a par exemple la contribution au projet de développement des États. Et ça, l'ONU même a demandé aux États de s'appuyer sur le secteur privé pour pouvoir réaliser les objectifs de développement durable. Donc, au-delà de la contribution au projet de développement des États, donc on a tout ce qui est redevabilité. On demande aux entreprises d'être beaucoup plus redevables, d'être beaucoup plus transparentes, de créer des meilleures conditions de travail, de respecter les droits humains. Et il y a également tout ce qui est conformité réglementaire, de réduire leurs émissions de CO2. Et puis, Michel en a parlé tout à l'heure aussi, ce sont les bailleurs de fonds qui exigent que les entreprises intègrent les critères de durabilité, donc ou les critères ESG dans leur modèle de gouvernance ou dans leur manière de travailler. Et surtout, de redistribuer la valeur créée. Il ne faut plus que la richesse se limite aux actionnaires et aux comités directeurs, mais il faut que la richesse ou la valeur créée par l'entreprise soit bénéfique à toutes les parties prenantes, donc qu'elles soient internes ou externes. D'accord? Et donc, lorsque vous prenez tous ces éléments, leur apparition entraîne ou a commencé à entraîner un durcissement des cadres réglementaires dans les pays développés et l'apparition de nouveaux cadres encore plus contraignants. Donc, généralement, on quitte les soft laws pour aller sur des hard laws. Et aujourd'hui, je pense que dans les années à venir, ça va être encore plus contraignant. Et ça impacte beaucoup les entreprises des pays du Sud dans le cadre des échanges commerciaux. Alors, pourquoi? Pour la simple et unique raison que généralement, dans nos pays du Sud, on fait partie de chaînes de valeur plus grandes et que nous, tout ce qu'on produit permet généralement à plus de 80% est à l'export. Donc, il y a quand même une question à se poser. Est-ce qu'il faut rester et attendre que nos États créent des cadres réglementaires en matière de RSE avant d'agir? Donc, surtout lorsque les cadres existants dans nos contextes africains ne sont pas du tout évolutifs. Ou est-ce qu'il faut agir en donnant l'exemple autour de soi, en développant son activité économique et démontrer à d'autres acteurs ou à l'État qu'il est important de s'engager, comme Michel le disait tout à l'heure, dans un business model où on accorde plus d'importance à la question sociale, à la question environnementale ou à la question sociétale. Donc, c'est l'ensemble de ces enjeux qu'on demande aujourd'hui aux entreprises de répondre lorsqu'on aborde la question de RSE. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas que l'entreprise qui est concernée par ces enjeux, mais aujourd'hui, on va juste rester sur le cadre des entreprises et puisque c'est de ça, comme dit quelqu'un, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, la RSE, à la lumière de tous ces éléments, elle a deux objectifs. Donc, c'est de permettre à l'entreprise de réduire les effets négatifs qui résultent de son activité, donc tout ce qui est prélèvement des ressources naturelles, les restitutions, donc en matière de rejets, effluents, etc. La RSE permet également à l'entreprise de maximiser sa contribution au développement durable, donc celle d'aujourd'hui qui est très poussée économique et celle de demain, si on s'inscrit dans un contexte de développement durable, qui est de laisser aux générations futures un monde sans problème. Mais comment ça marche? Il faut quand même arriver à mesurer, il faut arbitrer et tout ça, ça fait appel à la gouvernance et ça fait appel à comment est-ce qu'on met en place cette solution. Mais comment? Et donc, sur ce comment, c'est à ce niveau justement que toutes ces difficultés dont on parle tout à l'heure, les difficultés qu'ont les entreprises africaines surtout à s'engager dans ce type de démarche
dans ce type de démarche démarre. Alors, sur le point 3, au niveau des besoins et des prérequis pour agir et réussir, généralement, alors, vous allez voir qu'ils sont à plusieurs niveaux. D'accord? Donc, les besoins pour réussir l'engagement dans une démarche RSE, donc Michel a abordé la question des compétences et des approches de mise en œuvre. Néanmoins, je vais apporter des éléments complémentaires sur les approches. Donc, au-delà des compétences, de quoi a-t-on besoin? Est-ce qu'on a besoin d'outils spécifiques? Lorsqu'on est confronté à des freins, quels sont les leviers qu'on met en place? Quelles sont les méthodes pour inciter au passage à l'action et quelles sont les méthodes pour mesurer la performance? Comme on a parlé, Michel, tout à l'heure, quand on va parler de RSE à un dirigeant d'entreprise, il est important de mettre en lumière ce qu'il gagne. On ne met pas en place une démarche RSE parce qu'on veut justement satisfaire des égos ou des personnes, etc. Mais il est important quand même que le chef d'entreprise qui va sortir des millions de francs CFA, par exemple, pour s'engager dans une démarche RSE, puisse savoir ce qu'est son ROI, donc le Return of Investment, le retour sur investissement. D'accord? Donc, à travers nos activités diverses, et là, je vais aborder le sujet de manière assez sommaire, généralement, la première difficulté, elle réside dans la connaissance de la RSE et de ses enjeux. Donc, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'acteurs qui connaissent le concept de la RSE sans trop comprendre ses enjeux et ses finalités. Donc, ils en entendent parler, mais en termes de pratique, ça, vous avez peut-être eu l'habitude, vous entendrez dire généralement dans notre contexte africain des phrases telles que je fais de la RSE car mon entreprise mène des actions sociales. Michel l'a dit tout à l'heure, je fais déjà de la RSE parce que je suis en conformité réglementaire, je paie mes taxes, etc. D'autres diront, j'ai offert des tables bancs à l'école du village, j'ai construit une salle de classe, etc., etc. D'accord? Attention, j'attire l'attention de tout le monde dessus que nous avons l'habitude de confondre la philanthropie, le mécénat et la RSE. D'accord? La politique mécénat peut être intégrée à la RSE. Et alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire de la philanthropie, mais c'est un bon début pour aller vers la RSE. Et l'intérêt de la RSE, c'est que c'est quelque chose qui va vous permettre de structurer. C'est un outil stratégique. Ce n'est pas un outil qu'on développe de côté. C'est un outil qui est intégré à l'ADN de votre entreprise. Elle se mesure, ses impacts également se mesurent, à la fois sur le plan social, sociétal et environnemental. Mais cependant, cela nécessite que les acteurs soient formés. D'accord? Pas uniquement le premier dirigeant, ni les 4 directeurs, mais il est important que tout le monde ait une compréhension commune des enjeux et du sujet. Donc ça, c'est la première difficulté. Donc, généralement, dans le contexte africain ou dans nos entreprises, lorsqu'on parle de RSE, tout le monde pense que ça se limite à une direction donnée, tout le monde pense que ça se limite au directeur général ou au RH et surtout aux responsables communication, marketing et sponsoring, etc. Donc, tant que vous n'avez pas une lecture commune, une vision commune, il vous serait difficile, voire compliqué, de vous engager dans une démarche structurée et il vous serait compliqué d'évoluer justement vers ce Return of Investment parce que vous allez mettre en place, vous allez financer des actions, mais vous allez voir que la base ne va pas le prendre. Généralement, on a le haut, tel que je l'ai présenté tout à l'heure, vous avez le haut avec les cadres, le comité directeur, etc. Sauf que c'est la base qui fait vivre la démarche RSE. D'accord? Alors, le point numéro 2, excusez-moi, donc c'est l'initiation de la démarche. Il faut un élément déclencheur. D'accord? Le déclenchement, il peut venir de n'importe quel acteur de l'entreprise. Des fois, quand on va parler de mettre en place une démarche RSE, c'est imposé par le siège, etc., quand on est dans les filiales de multinationales, et donc on a des templates qu'on remplit, etc. Mais généralement, le déclenchement, ça peut venir de n'importe quel acteur. D'accord?
mais la démarche doit être impulsée par le dirigeant d'entreprise. Donc, pour cela, il faut qu'il soit sensibilisé sur ce qu'est la RSE et ce que n'est pas la RSE. Et donc, ceci constitue généralement un premier frein à l'engagement, car les actions philanthropiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sont déjà considérées comme des actions RSE. Donc, un collaborateur ou toute autre forme de partie prenante peut être un élément déclencheur. Son rôle sera de sensibiliser le dirigeant d'entreprise. Et au cas où le déclencheur est le chef d'entreprise, et même si c'est sur imposition d'une maison mère, par exemple, il est important que le projet ne soit pas porté par une seule personne. La RSE, elle engage l'entreprise tout entière et l'ensemble de ses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Alors, l'autre niveau, c'est la mise en œuvre et le pilotage. Donc, Michel a parlé des compétences de mise en œuvre tout à l'heure. Donc, comme je le disais, les RSE n'engagent pas un directeur ou un acteur spécifique. Les RSE est porté par tous les acteurs de l'entreprise. Dans un environnement fortement concurrentiel, toutes les forces internes sont nécessaires pour aller loin. Les valeurs, les ambitions et les missions d'une entreprise ne sont pas portées par le seul directeur, mais elles doivent être portées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Si vous êtes un dirigeant d'entreprise, TPE-PME, vous avez des ambitions, vous avez des valeurs, vous vous êtes fixé un cap. Du moment où vous ne partagez pas ce cap avec vos collaborateurs ou les gens avec lesquels vous travaillez, vous verrez, vous n'avancerez toujours pas. Vous ramerez pour la simple et unique raison que ces valeurs ne sont pas partagées par tous. Et quand on est un dirigeant avec des ambitions et une vision assez vaste, le fait de partager et d'être à l'écoute, d'accord, la redevabilité, la transparence, etc., vous permet, lorsqu'il y a un problème, vous avez la facilitation à ce que vos collaborateurs puissent venir vous en parler. Abdoulaye Ning vous en parlera lors du prochain webinaire sur les avantages qu'il a pu tirer de sa mise en place, de la mise en place de sa démarche RSE. Donc, la plupart des projets d'engagement dans des démarches RSE ne réussissent pas dans la plupart des cas, car le projet est porté par un seul acteur. Or, les environnements de travail et les risques et impacts générés par ceux-ci ne sont pas les mêmes. Si vous prenez le processus achat, donc les risques en matière de sécurité santé, par exemple, ne seront pas les mêmes que les risques qui seront dans un processus fabrication, par exemple. D'accord? Donc, ce que la seule personne qui porte cette démarche RSE pense être bien ou constitue une attente pour l'une de ses parties prenantes peut ne pas l'être. D'où l'intérêt, comme on a l'habitude de le dire, d'écouter ces parties prenantes. D'accord? Et donc, oui. Alors, tu as dépassé le timing. Je te donne 10 minutes peut-être pour conclure avec les diapos, s'il te plaît, pour permettre aux participants de poser des questions. D'accord. Bon, je vais essayer. OK. Et donc, concernant le pilotage, et comme je l'ai déjà dit, il faut une synergie d'action et il est utile d'associer tous les acteurs au bon fonctionnement de la politique en prenant soin d'identifier un leader ou un lead. D'accord? Et donc, plus vos parties prenantes sont écoutées, mieux elles seront impliquées. Et donc, au niveau, l'avant-dernier point, donc le suivi et la mesure. Donc, une démarche RSE stratégique, elle se suit, elle se mesure. Vous avez besoin d'un tableau de plan d'action, il vous faut des notes d'entrée. Et rappelez-vous que l'on met en place une politique RSE pour réduire des impacts négatifs, pour maximiser ceux qui sont positifs et impacter positivement les communautés et être en conformité réglementaire. Et donc, si vous n'avez pas un plan d'action et un tableau de bord qui vous permettent de suivre les données, de réajuster certains points, il vous serait compliqué aujourd'hui de dire j'ai une démarche RSE et il vous serait aujourd'hui compliqué aussi d'aller communiquer dessus. Et donc, c'est ce que nous, on remarque dans le cadre des événements qu'on organise. Vous allez avoir beaucoup d'entreprises qui vont dire je fais de la RSE, mais lorsque vous les invitez à partager leurs expériences, elles ont du mal parce qu'elles n'ont pas de tableau de bord, elles n'ont pas d'outils de suivi qui leur permettent de pouvoir présenter ce qu'elles ont fait
d'où elles sont parties, où elles sont arrivées et quels sont les enjeux et les objectifs futurs. D'accord? Et ensuite, le dernier point, la valorisation. Généralement, on attend de faire beaucoup avant de valoriser, alors qu'il faut valoriser chaque petite victoire. Il faut partager. Lorsque vous associez toutes les parties prenantes, il faut mettre en lumière et en valeur les efforts fournis par tous. Donc, la valorisation peut se faire sous différentes formes, donc en interne dans un premier temps, pour rassurer les collaborateurs que leurs efforts ne sont pas vains et qu'ils ne perdent pas leur temps. Et donc, sur ce point, il faut être transparent. Alors, sur les 9 minutes restantes, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Alors, les approches de solutions pour s'engager. En bas, vous verrez, j'ai marqué partir du plus simple, garder le cap et s'améliorer en continu. Ici, je vais partir sur l'ISO 26000. Et donc, si vous avez toujours eu des difficultés voilà, dans la mise en place de votre démarche RSE, je vais vous présenter assez rapidement une manière ou une méthode assez simple pour enclencher une dynamique. Alors, bien évidemment, à moyen terme, si vous avez les moyens, l'appui d'un consultant est intéressant. Et sinon, vous pouvez toujours faire avec les moyens de bord. Et donc, ici, je travaille… Alors, pourquoi je travaille beaucoup avec l'ISO 26000 ? Pour la simple et unique raison que c'est une norme qui est complexe. Je vais vous expliquer pourquoi dans ma prochaine diapo. J'avais réalisé une étude en 2017 au Togo où j'ai fait une analyse comparée du cadre réglementaire du Togo, le niveau de prise en compte par le cadre réglementaire togolais des 7 questions centrales de la RSE. Et donc, quand on parle de gouvernance de l'organisation, droits de l'homme, relations, conditions de travail, etc., on a des cadres réglementaires qui sont complets en Afrique. D'accord? Donc, du moment où vous arrivez à être en conformité réglementaire, il est important de se dire, ah tiens, si j'arrive à respecter ceci, cela, je pose les bases ou les conditions pour une meilleure mise en place d'une démarche RSE. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que au-delà des actions que vous pouvez mettre en place dans le cadre de la démarche RSE, la question de la conformité est inhérente. Et donc, généralement, dans les cadres réglementaires de nos pays, lorsqu'ils sont dotés de décrets d'application, ceux-ci contiennent des avantages pour les entreprises qui s'y conforment. Et généralement, c'est sur le plan de la fiscalité. D'accord? Donc, sur un premier plan, l'entreprise peut, rien qu'en mettant en œuvre ou en place des actions en lien avec le cadre réglementaire qui encadre son activité, être sur une bonne trajectoire. Dans certaines lois, par exemple, vous allez voir la loi qui recommande qu'il y ait des femmes, la part de femmes dans la société, la part de femmes dans le comité directeur, des actions en faveur de l'environnement, des parts de rétrocession au comité, etc., etc. Donc, si du moment où vous vous engagez dans une forme de conformité réglementaire, vous êtes sur une bonne trajectoire. Ensuite, pour aller plus loin, j'ai parlé tout à l'heure des cadres internationaux, des conventions, des ODD, etc. Il faut savoir que lorsque vous êtes en conformité réglementaire, bon, toujours sur l'exemple ou sur la base de l'ISO 26000, il y a un lien qui se fait en même temps avec tous ces référentiels. D'accord? Donc, de manière indirecte, avant d'exporter ou avant dans la chaîne de valeur de votre entreprise, vous verrez que vous êtes en conformité avec tout ce qui est relatif au principe directeur de l'OIT, au Pacte mondial des Nations Unies, etc., etc. Et sur ce, je vous recommande vivement de lire l'ISO 26000. Alors, ici, dans les dernières diapos qui vont suivre, je vais vous présenter quelques étapes clés et outils simples qui peuvent vous permettre d'enclencher des démarches simplifiées. Alors, je vous présente de la manière la plus simple possible, d'accord? C'est juste pour enclencher et maintenant sur des aspects comme l'analyse de matérialité, comme en parlait Michel par exemple, des fois il est intéressant de se pencher sur des consultants externes ou sinon pour payer des outils en ligne, d'accord? Alors, dans un premier temps, les difficultés, toujours pour revenir à ces difficultés et à ceux que j'avais énumérés dès le départ, on les rencontre généralement parce que les entreprises ne prennent pas le temps de connaître leur environnement de travail. Donc, généralement, il y a un outil qu'on utilise qui est l'outil PESTEL, donc politique, donc c'est de faire une analyse de son environnement politique, économique, social, technologique, environnemental et réglementaire. D'accord? Il y a un autre outil
qui est intéressante aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, donc c'est l'analyse SWOT de son activité. En quoi nous sommes forts, en quoi nous sommes faibles, d'accord? Et quelles sont les menaces qui sont les menaces en lien avec nos activités et quelles sont les opportunités. Et généralement, les opportunités, ce sont les bons résultats, toutes les petites victoires qu'on a eues, c'est ça qu'on conforme et qu'on met en opportunité. Et donc, la réalisation de l'analyse SWOT et le PESTEL vont vous conduire à la réalisation d'une veille réglementaire. Et donc, cette veille réglementaire vous permet de savoir que, dans le cadre de mon activité, j'ai tel impact au niveau social, j'ai tel impact au niveau environnemental et j'ai tel impact au niveau sociétal. Et donc, c'est l'analyse de ces impacts qui vous dira, OK, donc sur cette base, je ferai ceci, je mènerai cette action, sur cette base, je mènerai cette action. D'accord? Ensuite, il y a l'identification des parties prenantes. Généralement, lorsqu'on pose la question aux entreprises, connaissez-vous l'ensemble de vos parties prenantes? La réponse est oui. Bon, je ne vous poserai pas la question aujourd'hui, mais pour ceux qui ont des difficultés à identifier leurs parties prenantes, donc voici un outil simple également qui est disponible dans l'ISO 26000 et qui permet de les classer, donc par actionnaire, fournisseur, etc., etc. Mais généralement, en tant que consultant, nous, on va un peu plus loin, où on réalise des matrices importance moyen, niveau de relation moyen, etc., etc., et on pose des calculs. Ensuite, si vous n'avez pas les moyens pour faire les calculs de niveau d'importance moyenne, niveau de relation moyenne, etc., il y a des méthodes, des outils super simples, tels que ce tableau que je vous propose, qui vous permet de garder, de numéroter vos parties prenantes et de les classer en acteurs A, B, C, etc. Et donc, A, c'est la relation institutionnalisée. B, il faut des échanges réguliers d'informations. C, il faut des activités coordonnées. Et D, il faut une coproduction en utilisant des ressources conjointes. Et puis, si vous arrivez à réaliser cela, cela vous aboutira sur votre matrice pouvoir, influence et intérêt. Et donc, comme vous pouvez le voir encore, ces acteurs sont classés là-bas. Donc, ici, vous pouvez utiliser un outil, voilà, un tableur Excel très simple pour pouvoir réaliser cette matrice. D'accord? Alors, le dialogue avec les parties prenantes, je vais y aller assez rapidement parce que je n'ai plus assez de temps. Donc, Minière, je te prie de me laisser encore quelques minutes. Il me reste 7 diapos. Alors, le dialogue avec les parties prenantes, c'est un sujet complexe dans la plupart des entreprises quand on ne connaît pas sur quoi dialoguer, comment dialoguer, quelle information et à destination de qui. Néanmoins, le dialogue fait partie intégrante de la stratégie RSE. Sans dialogue, la stratégie est à plus de 70% vouée à l'échec. Donc, que communique-t-on? Quand communique-t-on? Comment on communique? D'accord? Les prérequis, il y a l'information, la communication, la relation de concertation avec les parties prenantes. Il faut également identifier les outils d'information, de communication et de dialogue sociétal. Ensuite, vous avez les différentes formes de dialogue. On a la concertation. Elle peut être volontaire ou elle peut être obligatoire lorsque c'est inscrit dans la réglementation. Il y a les partenariats, il y a les instances de dialogue avec des acteurs externes et il y a la participation à des activités extérieures pour parler de ces actions, les valoriser et parler également de ces activités. On a aussi les outils de reporting, redevabilité, de transparence. Donc, il faut écouter les avis des collaborateurs. Il faut intégrer leurs avis tels quels dans les rapports et reporting et il faut soumettre les rapports aux parties prenantes avant de publier. Et puis, il y a d'autres variantes en matière de consultation de parties prenantes telles que la constitution d'un comité parties prenantes représentatif des familles de PP, des rencontres à thème et d'écoute des parties prenantes, des panels d'échange, des espaces de dialogue multiparties prenantes et des outils d'analyse de données disponibles au niveau des clients, des salariés, etc., etc. Maintenant, une fois que vous communiquez, vous avez identifié l'ensemble de vos parties prenantes et que vous communiquez avec elles, cela vous facilitera le travail de définition des priorités. Donc ici, on fait appel à l'analyse de matérialité, mais une manière très simple, c'est que si vous avez vous connaissez bien vos parties prenantes et que vous échangez avec elles, c'est un moyen de réaliser une diligence raisonnable pour enquêter sur les situations et éviter les risques de responsabilité sociétale. Cela vous permet de manière très simple
d'identifier les points sur lesquels votre entreprise a envie d'agir. Donc, au niveau des enjeux environnementaux, par exemple, ce que vous devez faire, etc. Au niveau des enjeux sociaux, y compris des droits de l'homme également, vos familles de parties prenantes peuvent échanger avec vous et vous faire comprendre qu'à ce niveau, vous êtes bon, à ce niveau, on n'est pas bon, etc., etc. Et donc, ça permet de définir, d'identifier l'ensemble de ces enjeux. Alors, ce qui est important, et comme je le remarque encore, je le fais remarquer, il faut identifier et associer les parties prenantes, ne pas hésiter à réaliser des enquêtes pour mieux cerner les attentes et besoins. Il faut construire des indicateurs. Vous avez besoin de données d'entrée pour pouvoir évaluer votre RSE et évaluer votre niveau de performance, réajuster aux besoins. Et puis, il faut communiquer, il faut mesurer et corriger, et sans oublier la question de l'amélioration continue. Et donc, une fois que tout ça est déterminé, ça doit être intégré dans vos politiques, procédures et diffusé aux partenaires d'affaires et vous devez contrôler. Donc, le schéma qui suit de manière très simple représente ça. Donc, vous avez votre organisation, les relations que vous avez avec vos clients, vos fournisseurs, eux aussi les relations qu'ils ont avec leurs clients et consommateurs, comment vous faites pour éliminer les déchets, comment ils le font, les fournisseurs également, comment ils font au niveau de l'acquisition des matières premières, etc., etc. D'accord? Et en allant vers mes dernières diapos, on en a parlé tout à l'heure, il faut un plan de suivi, il faut des objectifs SMART, etc. Et donc, sur l'image que vous avez en face, c'est juste un tableur que j'ai conçu assez rapidement. C'est un tableau de bord très simple. Si vous n'avez pas les moyens de vous engager dans quelque chose de très grand, une fois que vous avez réalisé ce travail avec vos parties prenantes, c'est un tableau très simple qui vous permet de suivre votre activité. Et donc, vous avez les enjeux de RSE. Vous n'êtes pas obligé de tout embrasser d'un coup. Vous pouvez partir à l'issue de la définition de vos enjeux prioritaires, les classifier. Vous pouvez même partir sur les différents types de risques. Est-ce que ce sont des risques maîtrisables ou non? Quels sont les moyens de maîtrise? Quelles sont les actions à mettre en place? Il faut identifier une personne en charge du suivi, etc. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Des fois, les ressources ne sont pas forcément financières. Ça peut être juste des collaborateurs qui s'engagent à le faire, etc. Quels sont les indicateurs? Et maintenant, une fois que vous mettez en place toutes ces actions, il y a également, est-ce que le risque a été réduit? Donc, en matière de sécurité santé, on parle de risque résiduel. Et donc, une fois que ce risque est réduit, etc., quelle action supplémentaire il faut mettre en place? À nouveau, quel indicateur? Et s'il y a un coût de mise en œuvre, etc., etc. Ce sont des tableaux comme ça que vous pouvez concevoir avec des objectifs SMART qui vous permettent de suivre et évaluer votre démarche. Assez rapidement, pour vous dire que même lorsque vous allez dans l'ISO 26000, vous avez de la documentation et puis des templates qui vous permettent de travailler au quotidien. Ensuite, quand je parlais de communication, il est important d'avoir un plan de communication. Même si vous êtes dans une TPE-PME, aussi simple que cela soit, vous pouvez concevoir juste un tableur Excel pour dire, OK, dans le cas des engagements qu'on a pris, sur quoi on communique, quand on communique, quel est le type de message. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un gros cabinet, vous avez des outils gratuits tels que Canva ou autres qui vous permettent d'aller sur Internet, de concevoir des petits visuels, etc. L'essentiel, c'est que tout le monde mette la main à la pâte et ce plan de communication, il doit être à la fois interne ou externe. Donc, en interne, qu'est-ce qu'on partage? Les petites victoires. En externe, qu'est-ce qu'on partage? Les petites victoires également, etc. Et puis, ma dernière diapo, c'est la dernière, Mignon. il faut évaluer. Et il faut évaluer, donc c'est ce que je disais, il faut définir sa feuille de route, intégrer la RSE dans sa entreprise, dans les processus et procédures, il faut suivre et collecter les données, il faut réviser et évaluer le projet, et puis la transparence de l'information et qu'il faut améliorer continuellement ce qu'on fait. Voilà, désolé, j'ai été long. C'est pour ça que je voulais passer en dernier. Et donc, merci à tous. Merci, Plat. De toute façon, je m'attendais à... Et Michel est réuni pour aller voir le timing. Alors, je n'ai pas beaucoup de questions, ou je ne sais pas, peut-être que l'explication a été claire et moi,
La première question que j'ai, Alexis me demande, est-ce que c'est une obligation de travailler avec les civils ou On a du mal à vous entendre, madame. Je ne sais pas si c'est moi seul. je peux? On m'entend? Oui, on vous entend mieux maintenant. Vous m'entendez? Oh là. Placide, moi, je ne l'entends pas. Je ne sais pas si tu entends. Pas du tout. Je ne l'entends pas non plus. L'entreprise. Vous m'entendez? Allez-y. Oui, c'est bon. Oui. On vous entend. On m'entend? Oui. Oui. Voilà, ça concerne l'ISO 26000. Est-ce qu'il faudrait la mettre en œuvre ou la contextualiser? Et la deuxième question, pourquoi l'ISO 26000? C'est la question. Vous pouvez essayer de répondre. Oui. Alors, Michel? ouais, je suis en train de lire les questions dans la chat box, donc je vais répondre en même temps. D'accord. OK. Alors, est-ce qu'il faut… alors, la question, c'est faut-il comprendre que la démarche RSE et ces 7 questions centrales sont obligatoires pour le déploiement de la RSE ou cela doit être adaptable selon le contexte géographique et l'identité de l'entreprise? Alors, sur cette question, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous voulez vous engager dans une démarche RSE, de prendre les 7 questions centrales. Donc, si vous voyez par exemple les autres références qui existent, si vous prenez le Global Compact des Nations Unies, c'est 4 grandes thématiques avec 10 points. Si vous prenez les principes directeurs de l'OCDE, c'est 7 grands principes, etc. En fonction du contexte, en fonction du secteur d'activité, en fonction des enjeux auxquels vous êtes confrontés, vous pouvez vous engager dans une démarche qui se limite peut-être à 3 questions centrales ou à 2 questions centrales de l'ISO 26000, etc. Ce qui est intéressant ou ce que vous devez garder en tête, et c'est ce que j'expliquais dans la présentation, il n'est pas opportun de se dire je m'engage dans une démarche RSE sans avoir déjà une bonne connaissance de ses forces et faiblesses. Autant que vous soyez, peu importe la taille de votre entreprise, vous avez des forces à certains niveaux, vous avez des faiblesses, etc. Et donc, il va falloir réaliser un travail. Et donc, ça, c'est ce que je disais, ça peut être juste en interne, ça peut se faire par des réunions avec vos collaborateurs, etc. Vous sortez un tableau et puis voilà, chacun dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Et à partir de là, vous hiérarchisez et vous pouvez faire une classification. Vous voyez? Donc, vous pouvez juste utiliser les enjeux de RSE de l'ISO 26000. Et puis après, si vous ne vous retrouvez pas dans un, c'est que vous n'êtes pas dedans, vous n'allez pas forcer. Maintenant, par anticipation, si vous pensez ou vous jugez intéressant d'aller plus loin, c'est à vous de mettre en place des actions pour aller dans ce sens. Donc, effectivement, vous n'avez pas besoin de prendre en compte tous ces éléments. Et puis, ça dépend du contexte de l'entreprise, pas géographique. Alors, pour la simple et unique raison, ça aussi j'en parlais parce qu'en matière de réglementation, si vous êtes sur une activité où vous allez travailler en partenariat avec un acteur spécifique, ou dans son pays, la réglementation lui impose de prendre en compte tous ces éléments, vous n'aurez pas le choix. Vous serez dans l'obligation de respecter ou de prendre en compte tous ces éléments. D'accord? Je voulais ajouter quelque chose, Placide, si c'est possible. Oui. Oui. D'accord. Déjà aussi, pour compléter les dits de Placide, dans la phase pratique de la RSE, il y a d'autres normes qui interviennent.
Et généralement, ISO 26000, c'est un peu global en fait. Après, il y a ce qu'on appelle les normes sectorielles. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'énergie, il y a des normes qui vont s'appliquer, qui vont permettre de pouvoir traiter la mise en œuvre de manière concrète. Aujourd'hui, ce qu'on constate généralement de les missions et ce que les gens veulent voir aujourd'hui, c'est généralement les normes de performance qui sont utilisées aujourd'hui. Donc, on assiste aujourd'hui à une symbiose des normes pour pouvoir donner un griffe, une autre approche, une autre façon de pouvoir déployer la stratégie RSE. Parce que quand on lit ISO 26000, par exemple, c'est des lignes directrices et le process de déploiement n'est pas vraiment structuré. Placide a pris le temps de pouvoir partager en fait une méthodologie selon son expertise et autres. Mais généralement, dans la mise en œuvre, on assiste soit à une symbiose des normes de performance de l'AFC, des normes de SASB en termes de politique sectorielle, vous pouvez rechercher. Et c'est toutes ces normes-là aujourd'hui qu'on combine pour pouvoir donner quelque chose de pratique dans la mise en œuvre aujourd'hui d'une démarche RSE. Après, quand on essaie de pouvoir affecter par question centrale, ça se rejoint généralement. Donc, il y a tout ce qui est droit de l'homme et autres, tout ça. Mais en même temps, il y a une préoccupation que j'aimerais partager avec vous. C'est un monsieur qui m'a dit que pourquoi est-ce que quand on traite les questions de RSE, on présente les enjeux environnementaux et sociaux, les questions liées à la sécurité des données informatiques, les questions liées à la sécurité de l'image, aux questions de stockage des données sur les disques durs ne sont pas traitées s'ils sont, par exemple, dans une structure à grande échelle qui gère un peu ces aspects. Est-ce que ça veut dire que la norme ISO 26000 n'a pas tenu compte de ces aspects-là dans son évaluation RSE? Là, j'aimerais quand même partager avec tout le monde, que chacun au moins puisse donner un peu son avis là-dessus, Placide, avant que je puisse réagir. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bien, je crois que je m'étais déconnectée un peu, des soucis techniques. Placide, tu as pu répondre aux questions qui avaient été posées en amont? Oui, oui, j'ai répondu sur cette question. Alors oui, pour la présentation par mail, donc au retour d'Anne-Sophie, je partagerai, donc il n'y a pas de problème. Et puis la version, le webinaire sera disponible en ligne. Alors, si la RSE a autant de mérite, pourquoi la norme ISO 26000, elle n'est pas certifiable? Alors, la différence entre l'ISO 26000 et les autres normes, c'est que l'ISO 26000, ce sont des lignes directrices. Et donc, en fonction de la taille de votre entreprise, du secteur, du domaine, de la zone géographique, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez l'interpréter à votre manière. Vous pouvez la mettre en œuvre à votre manière, à votre rythme et selon vos moyens. D'accord? Moi, en tant que consultant, je travaille beaucoup avec l'ISO 26000 parce que, comme je le disais au début, pour moi, je la trouve très complète et ça me permet de voir plus loin avec mes clients. Et la jonction avec les ODD et toute autre forme ou cadre réglementaire est assez facile pour moi, comme le disait Michel tout à l'heure. A contrario, lorsque vous allez prendre, par exemple, l'ISO 45001 ou l'ISO 14001, en fait, ce qu'il y a, c'est on est sur des joies. En fait, si vous prenez l'ISO 45001 ou l'ISO 14001, par exemple, on dit souvent l'organisme joie, ce sont des obligations. D'accord? Et sur l'ISO 26000, on va plutôt être sur, OK, on suggère où vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas certifiable. C'est justement sur cette modularité, c'est où comment chacun peut la prendre en compte à sa manière et le faire à son rythme, etc. C'est pour ça qu'elle n'est pas certifiable. Par contre, vous avez des labels. Donc, vous avez le label engagé de AFNOR, vous avez le BICOR, vous avez le label Lucie, etc., qui évalue votre niveau de conformité ou votre niveau de maturité par rapport à la RSE. Donc, si vous prenez le label BICOR, par exemple,
Soukena Ouedraogo en a parlé au cours du précédent webinaire où elle a présenté tous les points qu'il faut, toutes les questions auxquelles vous devez répondre, etc. Et il faut avoir une note, vous devez avoir, c'est sur 1000 points, c'est ça. C'est pareil pour le label engagé AFNOR, qui est beaucoup produit sur le respect des lignes directrices de l'ISO, des lignes directrices de l'ISO 26000. Donc, vous avez 7 tableaux de critères à remplir de la gouvernance jusqu'à la loyauté des pratiques, et on vous pose des questions sur ce que vous faites en matière de RSE en interne. D'accord? Et donc, généralement, moi, ce que je dis à mes clients ou aux personnes que j'accompagne, c'est que lorsque vous faites de la RSE ou lorsque vous vous engagez dans une démarche de ce type, et ça, je l'ai souligné dans mon intervention, il est toujours important d'avoir des outils et des preuves. D'accord? La personne qui va venir vous certifier ou la personne qui viendra vous labelliser, elle a besoin d'avoir des preuves de ce que vous faites. Si vous n'avez pas de preuves de ce que vous faites, ça veut dire que vous ne faites pas forcément quelque chose. Et donc, on travaille beaucoup sur ces critères en amont et on le fait de telle manière que, au fur et à mesure que la compagnie ou l'entreprise ou les personnes qui sont en charge de ces éléments lisent ces questions, ça leur permet de manière indirecte de se familiariser avec certains aspects qui sont propres à leur cœur de métier. Et là où il est aussi important pour que les gens puissent se familiariser ou s'approprier les enjeux de RSE dans une entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que toutes les personnes de l'entreprise soient associées. Quand je dis toutes les personnes, c'est peut-être pas 50 employés si vous en avez 50, mais si les 50 employés, ça fait 5 départements et que dans chaque département, il y a un chef, ben, il faut que le chef et ses collaborateurs savent ou soient au courant de ce dans quoi l'entreprise est engagée, de comment ça se fait, etc., etc. Et donc, je le disais tout à l'heure, c'est du bottom-up. Il faut toujours que l'information vienne d'en bas pour monter en haut. Donc, il convient que ce soit le chef d'entreprise, une fois qu'il impulse la dynamique, qu'il arrive quand même à jouer ce rôle où il est présent, où il écoute et il donne le cap, etc. Mais aussi, il doit être capable d'accepter les critiques et aussi de dire, OK, sur ce point, nous n'avons pas été bons et les moyens ou les conditions d'amélioration peuvent également provenir de ses collaborateurs ou des acteurs avec lesquels il agit au quotidien au sein de son entreprise. Et Placide, moi j'ai une question à l'attention des deux. Madame, on vous entend difficilement. En période de crise actuellement en Afrique de l'Ouest, économique, surtout pour l'Afrique de l'Ouest actuellement, quels sont les moyens de sensibilisation probants qui permettront aux entreprises d'aller dans la même dynamique que nous? Alors, madame, je peux répondre? Oui. Allô? Oui, Michel, elle a répondu oui. OK, d'accord. Je pense que pour ces questions-là, il y a pas mal d'initiatives. Déjà, il y a le programme que l'AFC a lancé pour les obligations, en matière d'obligations vertes pour lever des fonds. Donc, qui sera un programme de formation auquel je participe d'ailleurs. Et l'idée derrière, c'est de former des acteurs pour permettre aux structures, aux institutions bancaires de pouvoir lever des fonds à travers des obligations vertes chargées de pouvoir refinancer certains secteurs dans le domaine de l'agriculture, plusieurs secteurs qui ont été déjà ciblés et qui cadrent généralement avec les CDN des pays, donc en matière de climat et autres. Ça, c'est un incitatif en matière de levée de fonds qui peut vraiment booster toutes les structures en Afrique quand même à aller vers une démarche RSE. Et puis, je pense aussi tout ce qui est programme en termes de changement climatique, en termes de fonds disponibles, voilà, qui est mis à la disposition. Je pense que
par pays, hein, je crois qu'il y a des fonds. Il y a le Fonds pour l'environnement qui existe, qui finance pas mal de projets sur certains axes. Et donc, ces entreprises-là qui doivent s'engager là-dessus, à intégrer, à considérer certains aspects environnementaux, donc pratiquement la considération de tous les aspects stratégiques. Donc, il y a pas mal de programmes. Après, on a eu les initiatives de la COP27, beaucoup critiquées, mais pas mal d'initiatives ont été prises pour pouvoir vraiment sensibiliser, booster la responsabilité sociale et sociétale des entreprises africaines en intégrant tout ce qui est approche climat, approche durabilité, approche agriculture intelligente selon les secteurs d'activité. Donc, voici ce que je voulais dire. Je ne sais pas si Placide a quelque chose d'autre à ajouter. Alors, je pense que tu as tout dit. Maintenant, si tu veux, dans le contexte africain, le problème est moi, je vais plutôt partir sur des problèmes à plusieurs échelles. C'est que généralement, quand on va prendre nos TPE-PME, et c'est un peu aussi l'objet de ce webinaire quand on parlait des difficultés et des approches de solutions, c'est qu'il y a déjà un travail qu'il faut réaliser au niveau des États africains sur la valeur ajoutée qu'ont les TPE ou nos PME ou nos entreprises africaines à s'engager dans des démarches de responsabilité sociétale d'entreprise. Après, tu me diras, tu as donné des exemples. Peut-être qu'il faut changer le champ lexical. Peut-être qu'il faut aborder d'autres mots. Il faut utiliser d'autres mots. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette difficulté que nos entreprises ont à s'engager, elle réside dans beaucoup d'éléments. Donc, il y a la méconnaissance du sujet. Il y a le fait que beaucoup d'entreprises ne sachent pas que ça peut être d'une valeur ajoutée pour le développement de leur activité économique. Et il y a, à titre d'exemple, moi, il y avait un magazine de Jeune Afrique qui avait accordé un intérêt à la question de la RSE pour les entreprises en période de crise Covid. Et il y avait des entreprises marocaines et tunisiennes qui ont partagé l'expérience comme quoi elles s'en sont sorties parce qu'elles avaient des démarches RSE structurées. Donc, on parle de maîtrise, on parle de maîtrise de ces enjeux, on parle de maîtrise de ces impacts qui sont négatifs. Et puis, on parle également de réajustement. Quand ça ne va pas, vos parties prenantes savent que vous le faisiez avant. Et donc, maintenant il faut réajuster. Maintenant, le travail va être à plusieurs échelles. Pour répondre à la question de Miniane, quels sont les moyens pour une meilleure sensibilisation des entreprises, etc. Il va falloir, lorsqu'on reprend la chaîne de valeur des entreprises, que chacun joue un rôle spécifique. D'accord? Laissons tomber le cadre réglementaire au niveau des États, parce que l'État, il le fera quand il aura la contrainte et lorsque les entreprises lui auront dit écoutez, là, vous n'avez plus le choix, faites-le nous. D'accord? Donc, on va reprendre. Si on prend la grande entreprise, par exemple, aujourd'hui, tu parlais de l'IFC, du programme IFC sur les levées de fonds, etc. C'est une grande entreprise. La grande entreprise qui va aller vers l'IFC, automatiquement, elle a des enjeux ESG à intégrer et à prendre en compte dans le cadre du business model ou dans la construction du business model avant le financement. Maintenant, ce qui va se passer, la difficulté réside dans le fait que les entreprises, elles n'arrivent pas, elle est à deux échelles. L'entreprise qui bénéficie du financement de l'IFC, elle n'arrive pas à appliquer ces critères aux TPE, PME qui sont dans sa chaîne de valeur et qui vont l'accompagner à pouvoir aller de l'avant. Je m'explique. Si vous prenez une grande entreprise, vous allez prendre tous les sous-traitants, surtout dans le contexte africain. Parmi les sous-traitants, vous en avez qui sont des acteurs informels, vous allez avoir qui sont des acteurs formalisés, etc. Mais déjà en amont du moment où la grande entreprise, elle n'intègre pas dans les contrats de co-traitance, etc., tout ce qui va être lié à l'éthique, à la gouvernance, à la RSE, etc. Donc déjà, à un premier niveau, on a un problème. D'accord? Maintenant, l'autre problème qui se situe entre l'IFC, par exemple, et l'entreprise, c'est que lorsque l'IFC va envoyer les fonds vers une banque commerciale, et cette banque commerciale, c'est elle qui s'occupe
de les mettre à disposition de la grande entreprise. Le problème, c'est que les banques commerciales dans nos États, bon, en particulier au Togo, ont un peu de mal avec les critères ESG. Elles sont incapables aujourd'hui, bon, incapables, c'est un mot très fort, mais elles n'ont pas des fois les compétences en interne pour vérifier les conformités en matière de ESG sur les projets qu'ils financent. Pourtant, quand on prend le principe Équateur intègre ces enjeux et ce sont des éléments que la banque doit prendre en compte. Donc, vous me poserez la question, combien de banques aujourd'hui dans le contexte africain vont sur le terrain pour vérifier que non, que voilà, l'argent qu'on prend pour financer l'activité d'une entreprise, elle ne va pas dans certains secteurs spécifiques, etc. Maintenant, ce problème aussi, en termes de ramification, on peut aller le chercher plus loin parce que les épargnants ou les dépositaires d'argent sur ces comptes bancaires ne sont pas regardants sur ces enjeux de ESG. D'accord? Donc, il faut maintenant que les bailleurs de fonds, en mettant en place, si je prends l'IFC, l'AFD, Proparco, etc. Bon, Proparco, ça existe déjà, mettent en place ces outils. Maintenant, il faut contrôler. Donc, lorsqu'on finance la grande entreprise, il ne faut pas que le contrôle RSE, etc., se limite à la grande entreprise, mais il faut que ce contrôle et ce suivi s'appliquent maintenant à tous les acteurs de la chaîne de valeur. D'accord? Et donc, lorsque ça s'applique à tous les acteurs de la chaîne de valeur, ça va leur demander un peu plus de travail, certes, mais ce qui va se passer, c'est que ces acteurs peuvent également rentrer à travers leurs organisations patronales, par exemple, maintenant, faire un plaidoyer au niveau de leurs États pour dire à leurs États, écoutez, dans le cadre de nos activités, voilà, nous avons été dans l'obligation de mettre en place des démarches structurées de RSE ou développement durable, etc. Et nos développements structurés nous permettent de payer les impôts, de contribuer au développement des territoires, etc., etc. Voilà le coût. Et donc, on aimerait que l'État ou nos États mettent en place pour nous, qui sommes engagés dans ce type de démarche, certains avantages spécifiques pour nous encourager à aller de l'avant. D'accord? Donc, il faut le voir dans un premier temps sous l'angle intérêt pour l'entreprise dans un premier temps et le retour sur investissement ou le business model, il réside dans ça. C'est parce que lorsqu'on est structuré et qu'on a ça, on va aller encore gagner plus de marché. Et ça, c'est un retour sur investissement qui est, voilà, qui est prouvé, qui est avéré, qui est présenté. On va s'exporter, on va aller plus loin sur les marchés internationaux, etc., etc. Et maintenant, derrière, on peut agir à travers ce bon comportement pour que les États puissent créer des cadres favorables pour cette pratique et avoir encore plus d'avantages. Merci, Placide. Vous m'entendez? Oui. C'est ce sur quoi je voulais répondre parce que déjà, les entreprises qui se sont engagées dans la RSE, dans notre sous-région, c'est soit les institutions financières, les ONG ou des entreprises qui ont un lien avec le monde extérieur. Donc, il faudrait, de par cette première approche, inciter les autres entreprises relais à aborder la dynamique et du coup, ça sera vraiment une croissance soutenue au niveau de la sous-région. C'est cette problématique que je voulais que vous souleviez parce que elle est récurrente surtout au niveau des institutions financières qui se font refinancer sur le marché international, le marché international qui a ses exigences et qui fait qu'ils sont obligés, même si on est dans une soft law, obligés d'aller vers une réglementation soutenue en la matière. Quelqu'un demande la parole. Oui, par chat, vous pouvez intervenir. Vous pouvez écrire, en fait. OK. Michel est revenu parce que j'avais vu qu'il avait quitté la... Non, j'ai eu un souci, je me suis coupé. Je voulais un peu dire quelque chose par rapport aux banques et les institutions financières. Un peu une confusion qui se mêle aujourd'hui en termes de RSE, ESG. C'est vrai que dans l'ensemble, on voit plus l'aspect social, environnemental, mais le G au niveau de l'ESG, les aspects gouvernance, c'est quelque chose de très pratique. Voilà. Et du coup, il faudrait qu'on fasse une part des choses. Au niveau de la banque, quand l'AFC vient, quand une institution financière donne une ligne de crédit à une banque pour pouvoir déployer pratiquement, pouvoir refinancer les activités, la banque qui bénéficie
met ce qu'on appelle le système de gestion qui est rattaché au portefeuille crédit de la banque. Donc, qui est intégré dans le système, dans les procédures crédit de la banque. Du coup, lorsqu'on fait le reporting de reporting adressé aux bailleurs, c'est pour évaluer les différents projets, évaluer en termes d'impact environnementaux et sociaux, le montant de ces projets qui ont été affectés en termes de financement. Maintenant, il revient à la banque dans son engagement de pouvoir définir une stratégie encore plus globale de tout ce qui est comment dirais-je, aspect environnement, santé, au travail et autres, tout ça. Mais après, n'empêche que les aspects sociaux de la RSE de la banque peuvent avoir un impact sur le système de gestion environnementale de la banque qui sollicite les lignes de crédit auprès du bailleur. Il y a eu une crise récemment en Côte d'Ivoire d'une banque. Voilà, je pense qu'il y a eu un problème de salaire qui n'avait pas été payé, tout ça. Ça fait du tapage et autres. Mais après, les informations qui ont suivi, c'est qu'il y a un bailleur qui s'est désengagé de cette banque, voilà, qui est quitté dans son portefeuille. Donc, pour les banques comme l'AFC et autres, généralement, c'est orienté ligne de crédit, approche évaluation. Donc, les banques mettent en place ce système-là par rapport au portefeuille, par rapport à les procédures crédit. Maintenant, après, lorsqu'il s'agit de projets opérationnels, c'est-à-dire les projets qui sont financés directement en termes de projets agriculture ou bien projets de barrage et autres, tout ça, et quand c'est des projets privés, dans ce cas de figure, c'est les normes de performance de l'AFC qui s'appliquent. Et quand ça s'applique, c'est des normes pratiques qui permettent carrément de pouvoir traiter tous les problèmes qui peuvent ressortir en termes de RSE. On verra tout ce qui est conditions de travail, on verra tout ce qui est, comment dirais-je, en termes de réinstallation des peuples, biodiversité, patrimoine culturel. Tout ça va s'appliquer au projet lorsqu'on fera les évaluations des études d'impact. Donc, c'est juste pour éclaircir un peu la différence entre l'approche ESG et les aspects de gouvernance pour une autre évaluation. Donc, ça, c'est plus ceux qui sont dans la gouvernance, ceux qui sont, par exemple, membres du conseil d'administration, qui connaissent un peu le comité d'éthique au niveau du conseil d'administration, le mode de fonctionnement, le mode de décision, qui interviennent aussi sur des aspects de gouvernance. Donc, c'est des thématiques ESG, plus orientées finance, plus orientées banque, plus orientées fonds d'investissement. Voilà. Maintenant, RSE, caractère un peu plus généraliste. Est-ce que je voulais dire? Oui, Michel, tout à fait. C'est d'autant plus vrai que quand on intervient au niveau des institutions financières, on leur fait remarquer cet aspect de la question. Ils se focalisent sur le système de gestion environnementale et sociale. On va trouver aujourd'hui que la plupart des institutions financières sont outillées en politique de gestion environnementale et sociale, mais ils n'ont pas du tout de politique RSE. Parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont dans cette dynamique parce que les bailleurs le demandent. Et les normes de performance AFC, on les met en œuvre parce que AFC intervient dans le financement d'un certain nombre de projets. Donc, il faudrait comme dit, l'un dans l'autre, amener, quelle que soit la chaîne ou l'intervention, que ce soit les fournisseurs ou que ce soit les clients, les consommateurs, tout le monde doit s'impliquer. Toutes les parties prenantes ont leur importance pour pouvoir atteindre les objectifs que nous avons fixés au niveau de l'agenda 2063 ou des ODD. Et ceci étant dit, il y a des questions placides au niveau du chat. Qui mérite d'être répondu. Tu peux regarder parce que j'ai un souci de connexion. Il faut regarder les questions qui sont posées. On a encore un peu moins de 20 minutes pour répondre aux différentes questions. J'aimerais ajouter un truc encore, madame, si c'est possible, en attendant qu'on regarde dans le chat. Oui, vas-y. Voilà. En fait, pour dire aussi que politique RSE, politique de gestion environnementale et sociale, bon, après, dans le contenu des politiques, c'est généralement les mêmes informations qui figurent, en fait. Du coup, certaines banques trouvent que c'est l'appellation peut-être qui va changer. Le fait qu'on dise politique RSE, c'est même environnement, c'est même engagement social, c'est même engagement économique. Peut-être, si on essaie de pouvoir, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit même d'ailleurs, il y a une dissociation
entre les politiques ES et puis les politiques climat. Généralement, ils introduisent tout ça dans la stratégie globale de la banque en matière de responsabilité. Et c'est ce que j'avais dit plus tôt. Chacun va aller dans son business model qui convient à son secteur d'activité. Et du coup, les axes de la politique seront les axes forts, les axes principaux de la banque en matière de financement. Donc, tout ce qui est politique, climat et tout ça, c'est des contraintes des bailleurs, donc elles se sentent obligées. Mais après, par derrière, dans la rédaction des politiques, c'est des engagements climatiques, des engagements environnementaux, des engagements sociaux, des engagements envers la communauté. Tout ça se rejoint. Peut-être après, c'est de faire, je ne sais pas si on va jouer un peu sur les jeux de mots, politique RSE, politique ENS, politique EGS, ça dépend. Sinon, dans le fond, quand même, il y a une similitude. Michel, c'est ce que je voulais dire, madame. Je suis d'accord. À toi et à Placide, pour conclure, il y a une multitude de politiques, il y a une multitude de procédures qui, à la limite, est assez... ça prend la tête, si vous m'excusez le terme. Une entreprise qui vient voir un consultant, qui voudrait que le consultant l'accompagne dans cette dynamique, parce qu'on est là aujourd'hui pour parler des solutions envisageables, faire en sorte que la RSE ne soit pas un mythe pour les entreprises. Donc, qu'est-ce que vous préconisez en conclusion pour les amener vers toutes ces dynamiques, vers les amener à atteindre leurs objectifs, non seulement de financement, mais de croissance durable? C'est pour vous deux, la question. Merci d'abord. Je ne sais pas. Je te laisse parler et puis après je... Alors, madame, moi, de manière pratique, moi, mes méthodes d'approche, c'est les business models. C'est ce que j'ai dit, c'est les business models. Quand une entreprise m'approche et me dit, Michel, je suis une PME. En Côte d'Ivoire, bon, je sais que les PME, c'est pratiquement 1 milliard de chiffre d'affaires. Mais après, il y a des banques qui accordent les différents chiffres d'affaires par structure. Si elle me dit, ben, je suis dans l'agriculture, voilà. Quelles sont les informations dont j'ai besoin? Je suis confronté à un bailleur. Quel est le bailleur? C'est l'AFC. Immédiatement, je sais ce que je dois lui proposer. Donc, je lui propose un business model qui cadre parce que la finalité, c'est son financement et puis c'est sa conformité. Donc, je lui propose un business model qui cadre avec et ça passe. Donc, les business models, pour moi, sont les approches les plus pratiques plutôt qu'une stratégie globale. Parce que quand c'est une stratégie globale, comme ce que Placide a détaillé, arrivé un moment, le client a l'impression qu'on lui demande de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec son activité. Donc, moi, mon approche, c'est le business model. Merci, Michel. Placide? Alors, moi, généralement, lorsqu'un client m'approche, effectivement, comme l'a dit Michel, c'est une question de taille d'entreprise. D'accord? Et la question aussi, c'est de savoir que cherche l'entreprise ou vers quoi elle veut aller. Donc, c'est ce qui permet de circoncire. Au cas où l'entreprise veut avoir une maîtrise globale de l'ensemble de sa chaîne de valeur, ça prend du temps, ça peut prendre 1 an, mais on fait quand même ce travail de fourmi qui permet à l'entreprise d'avoir une vision, une maîtrise globale de tous les effets qui soient négatifs ou de tous les impacts qui sont en lien avec son activité. Alors, ça, c'est concernant les grandes entreprises. Maintenant, concernant les TPE, PME, la question qui se pose généralement, elle est toute simple, hein, comme l'a dit Michel, encore une fois, c'est vers quoi voulez-vous aller? Et moi, ce que je recommande généralement, et ça fait partie de ce qu'on va démarrer bientôt, c'est lorsque vous êtes une TPE ou une PME, la dénomination varie en fonction des contextes, des zones géographiques, etc. Parce qu'à certains niveaux, vous verrez une PME avec un chiffre d'affaires de moins d'1 milliard, donc qui se cantonne que dans les 100 millions, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que moi je conseille généralement, c'est que on va aller chercher, si vous faites partie d'une chaîne de valeur d'une grande entreprise, on va aller chercher les obligations que cette grande entreprise a, de manière très simple. Si l'entreprise est financée par l'IFC ou exemple 1,
si l'entreprise, elle est filiale de multinationales et que sa maison mère lui demande de prendre en compte tout ce qui va être relatif à l'éthique, éthique, gouvernance, protection de l'environnement, etc., c'est ça qu'on va aller regarder. Et donc, généralement, la grande entreprise dont vous êtes dans la chaîne de valeur, elle vous envoie un document de due diligence que vous devez renseigner. Et généralement, ça tourne autour de 3 points. Donc, c'est corruption, droits de l'homme, et puis corruption, droits de l'homme, et puis protection de l'environnement auquel on rajoute l'éthique. Donc, généralement, c'est les 3 points avec les PME. Et donc, moi, si vous êtes une PME, la manière la plus simple pour vous accompagner dans une stratégie ou dans une démarche, c'est ce que je fais. Maintenant, si vous voulez regarder au-delà de votre nez, bon, comme le dit l'expression, là, on peut toucher encore d'autres points. Alors, le dernier point que je souhaiterais aborder, que je trouve très important, c'est celui du rôle que doivent jouer les patronats ou les chambres de commerce ou autres, etc. Ce sont des regroupements d'entreprises, peu importe leur taille, très petite, intermédiaire, moyenne, grande, etc. Et aujourd'hui, ce sont ces patronats ou ces chambres de commerce qui doivent accompagner ces TPE, PME déjà dans la compréhension de ces notions, de ces questions liées à la durabilité, à la gouvernance et à la RSE. Et une fois que ce travail est réalisé à ce niveau, donc ça peut faciliter le travail après pour nous les consultants si les entreprises viennent vers nous, mais au moins quelque chose peut se faire en matière de développement d'outils, en matière de formation, en matière de sensibilisation et en matière de compréhension de ces enjeux. Et sur la base de ces éléments, lorsque ces acteurs vont vers des banques ou lorsque des bailleurs de fonds ou leurs clients qui sont grandes entreprises leur posent la question, est-ce que vous êtes engagé dans des démarches ou dans ceci, elles ont au moins les b.a.-ba ou les informations nécessaires pour pouvoir répondre et dire, écoutez, nous sommes à ce stade en matière de maturité et nous pouvons avancer à ce stade si vous nous accompagnez. Donc, pour conclure, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, dans le contexte africain, que les grandes entreprises jouent ce rôle d'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur, donc leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. Elles doivent vraiment jouer ce rôle d'accompagnement à la compréhension, à la maîtrise des enjeux. Et sur cette base, nous, les consultants que nous sommes, nous pouvons de manière sectorisée ou sectorielle accompagner maintenant les TPE-PME vers une prise en compte qui soit spécifique ou beaucoup plus globale de ces enjeux ou de ces questions dans le cadre de leur fonctionnement ou de leurs activités. Merci Placide, merci Michel, merci à tous les participants. Point, c'est possible? Michel, je voulais conclure. C'est juste une ouverture. C'est juste une ouverture. Oui. Voilà. C'est l'aspect Green IT. Je sais que c'est nouveau pour les consultants RSE, mais ça commence depuis un moment, je reçois pas mal de demandes en ce sens sur les aspects Green IT. Donc, commençons déjà à adapter nos approches RSE à une évaluation IT sur tout ce qui est sécurité des systèmes d'information, informatique et autres, tout ça. Merci. Noté. Merci. Encore une fois, merci d'avoir participé à ce webinaire. Ce cycle de webinaire qui s'achève, si je ne m'abuse, la semaine prochaine avec le dernier webinaire. Alors, merci à tous les participants. Je note avec intérêt que Michel et Placide ont soulevé les problématiques liées à la mise en œuvre de la RSE au sein de nos entreprises africaines et au modèle au business model qu'il faut par secteur d'activité ou par domaine d'activité. Et pour vous dire que RSE-PE2 est toujours à la disposition de tous les acteurs de la RSE pour déployer, accompagner et faire en sorte que le renforcement de capacité soit privilégié et la mise en œuvre une effectivité au sein de l'Afrique. Merci aux dirigeants de RSE-PE2 et à la semaine prochaine pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci Biniar, merci à tous et à jeudi prochain. Merci beaucoup à vous. Merci.
Minia. Allô, Minia?